Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les antennes de Spectrum Télévision. C'est toujours un immense plaisir de vous savoir nombreux à l'écoute de ce programme. C'est historique. Le Paris Saint-Germain, club de Ligue 1 en France, se qualifie pour la finale de l'UEFA Champions League. Et dans les rangs parisiens se trouve le capitaine de l'équipe nationale du Cameroun, Éric Maxime Choupo-Moting, lui qui a été, souvenez-vous, décisif lors de la qualification de Paris pour la demi-finale qui s'est disputée hier à Lisbonne au Portugal. Demi-finale remportant, le rappel, par Paris, 3-0 face à la formation allemande de Leipzig. Choupo-Moting est donc entré dans le dernier quart d'heure et a évidemment sauté de joie au coup de sifflet final. Et l'événement méritait que la nuit du sport s'y attarde. Nous serons en ligne dans quelques instants avec Just Moting, qui est le papa, et évidemment l'agent de joueur d'Éric Maxime Choupo-Moting. Dans la seconde partie de cette émission, nous allons plonger au cœur ce soir de la revendication des entraîneurs camerounais de football qui ont participé à l'épopée de 90 en Italie. Et pour la première fois, une équipe africaine atteignait les quarts de finale de cette compétition et c'était le Cameroun. Et pour la première fois aussi, le chef de l'État, Paul Biya, promettait un don de logement aux différents acteurs ayant contribué à ce succès historique. Mais d'où ça coince? La concrétisation de cette promesse a mis plus de temps que prévu, mais comme un symbole, le 30e anniversaire cette année pour les Lions, pour les 22 joueurs, a été l'occasion pour ceux-ci justement de relancer le président et celui-ci de leur répondre non pas seulement par les écrits, mais aussi avec des actes concrets, puisque ces 22 joueurs sont sur le point de recevoir les clés de leur logement offert. Dans la foulée, les entraîneurs camerounais des 90 ont également saisi les autorités pour réclamer leur part, parce que l'exploit réalisé en 90 était collectif selon Michel Karam, qui faisait partie du staff technique avec Jean Mangongene et Jules Frédéric Nyonga. Ce soir, on vous propose de suivre un entretien exclusif avec les deux encadreurs techniques qui sont sur place au Cameroun. Vous écouterez Michel Karam et Jules Nyonga dans la seconde partie de cette émission. Nos invités ce soir, ils sont deux en raison de la crise sanitaire actuelle. L'émission est donc produite, comme vous le savez, depuis plusieurs semaines dans des conditions particulières. Martin Biletanga, entraîneur de football. Bonsoir, coach. Bonsoir Lydie, bonsoir à Samuel Zoké, bonsoir à tous les téléspectateurs de STV. Samuel Zoké, bonsoir. Bonsoir Lydie, bonsoir à tous vos charmants téléspectateurs. C'est un grand plaisir pour moi d'être parmi vous ce soir. Merci d'être avec nous. Sans transition, on démarre cette première partie de l'émission par l'UEFA Champions League. La compétition se poursuit. Et hier, c'est tout le Cameroun qui était en joie après la qualification du Paris Saint-Germain pour la finale de cette prestigieuse compétition. Et je le disais tantôt, se trouvait dans les rangs de Paris le Camerounais Éric Maxime Choupo-Moting, qui est également le capitaine des Lions indomptables du Cameroun, pour évoquer ce succès. C'est pas seulement historique aussi hein, pour le PSG, c'est aussi important pour le Cameroun d'avoir un joueur à ce niveau de la compétition cette année, une fois de plus. Si la réalisation nous permet, on va rapidement mettre le cap sur l'Allemagne notamment pour joindre Just Moting, qui est le papa et l'agent d'Éric Maxime Choupo-Moting. Bonsoir Just, est-ce que vous nous recevez? Oui, je vous reçois. C'est pas très bien, mais ça va. Merci en tout cas d'avoir accepté de répondre aux questions de la nuit du sport sur Spectrum Télévision et Béton depuis le Cameroun. Hein. C'était déjà le cas il y a quelques mois. Merci une fois de plus d'être avec nous. Alors, Just, vous êtes le papa, vous êtes l'agent d'Éric Maxime Choupo-Moting, notre capitaine ici au Cameroun. Et ça fait 24 heures qu'Éric Maxime Choupo-Moting et le PSG se sont qualifiés pour la finale de l'UEFA Champions League. Comment est-ce que vous vous sentez? Dans quel état d'esprit avez-vous regardé ce match d'hier, Just Moting? Bon, je me sens très bien, c'est très normal. Je suis un papa très joyeux, un manager très joyeux, un agent très joyeux de la prestation du PSG et particulièrement de la prestation de notre capitaine Éric Maxime Choupo-Moting. J'ai vu le match plutôt en Allemagne parce qu'à cause du corona, il y a seulement 400 personnes qui vont au stade, mais je crois qu'à la finale, dimanche, je serai. D'accord. Alors, Just Moting, est-ce que vous êtes parlé hein, depuis ce match-là? Est-ce que vous avez échangé avec Éric Maxime? Comment est-ce qu'il se sent? Dans quel état d'esprit quand même il est actuellement? J'ai pas
bien écouté la question. J'étais en train de vous demander, Jos Moting, si après le match, vous avez échangé déjà, vous avez parlé avec Éric Maxime Choupo-Moting. Comment est-ce qu'il se sent? Comment est-ce qu'il est? Dans quel état d'esprit il est après cette qualification? Oui, après le match, je lui ai laissé un peu de temps pour discuter et s'amuser et fêter avec ses coéquipiers. Mais juste après, pendant même la fête, il m'a appelé, puisque je travaille aussi avec lui en tant que son agent. Nous avons échangé, il est très très joyeux, très très content pour son équipe. Et il souhaite vraiment que ça aille de l'avant et que dimanche, ça se passe encore très bien. De toutes les façons, il est de très bonne humeur, une très bonne ambiance et il est vraiment en forme aussi. D'accord, on a pu le voir d'ailleurs sur sa page Facebook depuis ce match. Alors, hier, c'était face à la formation de Leipzig. Vous connaissez très bien la Bundesliga, Jos Moting. Est-ce qu'il y a eu des conseils, peut-être quelques petits mots pour l'encourager avant le match? Non, en fait, pour l'encourager avant le match, je le fais toujours, je lui souhaite bonne chance et tout. Il connaît très bien la Bundesliga, il connaît la plupart des joueurs de Leipzig, même comme il y en a beaucoup qui sont nouveaux, puisque c'est une nouvelle équipe qui travaille vraiment très bien, qui est très forte. Mais bon, sachant le système allemand et tout, il savait qu'en principe, il devrait gagner le match. Mais le football étant ce qu'il est, c'était aussi possible qu'il perd. D'accord. Peut-être avant de refermer cette émission, cet entretien avec vous, Jos Moting, et puis depuis hier, on ne parle que de ça ici au Cameroun, de cette qualification de Paris pour la finale de la Champions League et aussi de la prestation d'Éric Maxime, surtout lors des quarts de finale. C'est encore présent dans les esprits. Que souhaitez-vous justement de bien par rapport à la finale qui arrive? Bon, disons que ce que vous avez dit, ce n'est pas seulement encore présent, ça sera encore présent pendant des années, parce qu'il est devenu des gens. Je ne le dis pas, mais c'est les Français qui le disent. Parce que c'est grâce à lui que l'équipe a pu continuer pour jouer la demi-finale. C'est grâce à lui qu'après 25 ans, le PSG a joué une demi-finale de la Champions League. C'est grâce à lui que le PSG a pu fêter ces 50 années. Donc il est entré dans la légende, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Et pour la finale, d'après-demain, on souhaite que ses coéquipiers, lui, Mbappé, Neymar et le reste, que ça donne et qu'ils fassent ce qu'il y a à faire pour amener la finale à Paris. D'accord. Merci beaucoup, Jos Moting, de nous avoir accordé ces quelques minutes. Excusez-moi, hein. Vous dites Jos Moting, je suis d'accord, mais en fait, c'est Jos Choupo-Moting. C'est lui qui a pris mon nom. C'est Jos Choupo-Moting. D'accord, merci, Jos Choupo-Moting. Merci beaucoup de nous avoir accordé ces quelques minutes. Merci énormément. J'espère qu'on aura l'occasion de revenir vers vous. Voilà. Ok, au revoir. Merci, à très bientôt, on l'espère bien. Voilà donc l'agent du joueur et le papa d'Éric Maxime Choupo-Moting, Jos Choupo-Moting, qui était donc avec nous au téléphone pour cet entretien. Vous l'avez écouté, vous avez regardé aussi le match, coach Bilé Tanga. C'est vrai que dans cette rencontre, Éric Maxime est entré vers la fin, mais on l'a vu, il a été important, décisif pour la qualification de Paris par rapport à cette demi-finale. Je dis, si je voulais agir comme un chrétien, j'allais dire immédiatement que la pierre qui a été rejetée par les bâtisseurs est devenue la pierre angulaire. Quand on a regardé le match des quarts de finale disputé par l'équipe parisienne, parce que Choupo-Moting, effectivement, c'est un gars qui était en fin de contrat, donc qui est en train de partir. Il a dû prolonger pour 2 mois le temps de la fin de la Champions League pour pouvoir disputer. Et même si peut-être on ne comptait pas trop sur lui, c'est lui qui, en fin de compte, a débloqué la situation. L'équipe de Paris, évidemment, on a vu durant ce match, Paris a été mené. Pourtant, Paris semblait contrôler assez bien les choses, mais Paris a été mené et tout était plus ou moins bloqué. Et puis, à un moment, il y a eu, en seconde période, la rentrée de Kylian Mbappé, qui a aussi du sang camerounais. Les choses ont commencé à évoluer. Et puis, lorsque Éric Maxime est entré, il s'est immédiatement signalé. Donc, quelques minutes après sa rentrée sur le terrain, il y a déjà eu ce coup de tête qui est passé au-dessus de la barre sur un corner. Et puis, par la suite, il a été à l'origine des 2 buts. Il a été vraiment impliqué dans les 2 buts marqués par le Paris Saint-Germain. Sur le but d'égalisation, il fait l'avant-dernière passe. Et cela en éliminant l'adversaire, en ramenant le ballon peut-être dans une zone où on
ne lui attendait plus. Et puis il fait ce renversement de jeu qui trouve Neymar qui par la suite ressort le ballon pour Marquinhos. Et puis pour le second but, il est vraiment présent dans l'axe de la défense pour marquer, pour reprendre ce petit centre de Kylian Mbappé. Donc il a été l'homme providentiel. Et d'ailleurs, il y a une image qui a été très parlante. C'était quoi? Neymar Junior a été élu homme du match, mais il a remis son trophée à Eric Maxime Choupo-Moting. Parce qu'aujourd'hui, Paris est qualifié pour la finale de la Champions League. Peut-être que sans Moting, Paris se serait arrêté en quart de finale. Alors, après justement ces quarts de finale, il y a eu beaucoup d'engouement et puis il y a certains observateurs qui estimaient que, bon, forcément, Eric sera un élément important pour cette demi-finale. On a vu, il n'a pas été titularisé parmi les 11 entrants, un peu dessus. Vous qui regardez évidemment la Champions League, vous qui suivez de très près la Champions League. Bon, mais enfin, je vais faire mon analyse sur le contrôle du coach Billy Tanga qui est ici. Vous savez, chaque joueur a un rôle déterminant lors d'une rencontre. Ça veut dire que Choupo-Moting, quand vous voyez son utilisation au Paris Saint-Germain, ce n'est pas des joueurs qu'on envoie premièrement en première ligne, mais c'est des joueurs qui suivent le match avec l'entraîneur et qui viennent faire la différence. Un joker. Voilà, le nom nous échappe. C'est ce nom de joker. Donc, Eric Maxime Choupo-Moting est un joker dans le PSG. Et nous l'avions vu, il remplit pleinement cette fonction. Ça a été au quart de finale et nous l'avions observé demi-finale. Malheureusement, il n'a pas marqué en demi-finale, mais nous avions quand même vu qu'il a permis à Paris Saint-Germain de beaucoup remuer son jeu et il a vraiment été un joueur, un pilier. Et cela revient à ce que l'entraîneur lui-même avait dit. L'entraîneur estimait toujours que Choupo-Moting était parmi ses meilleurs joueurs. Parce que c'est d'abord des joueurs disciplinés tactiquement. Et ceux qui sont dans leur environnement de vie. Les nouvelles qui nous parviennent, c'est que c'est aussi un joueur très discipliné dans les vestiaires. Donc c'est un joueur accompli qui n'est là que pour faire le match. Et il ne fait que le match. Et généralement, il fait la différence. Et pour nous, les Camerounais... Sans se sentir frustré sans même gérer tout ce qu'il y a autour du match. Ça veut dire que Choupo-Moting, c'est des joueurs véritablement concentrés. On l'a même vu au niveau des Lions Indomptables. C'est l'un des joueurs qui reste quand même campé sur le match et qui ne gère pas beaucoup de détails et qui est là pour l'essentiel. Et je crois que c'est encourageant. D'abord son attitude et maintenant ses qualités athlétiques et techniques. Et je crois que cela va aussi aider les Lions Indomptables du Cameroun. Voilà, peut-être avant de ressortir de ce premier sujet de la pause actu, Paris en finale, vous êtes fan de Paris? Oui, moi ça me va. De toute façon, je pense que que le projet parisien, il est en marche depuis un certain temps, soit depuis 2011 avec l'arrivée des Qataris. Et il y a tout un projet qui a été mis sur pied. Bon an, mal an, les Parisiens essayent année après année d'y arriver. Malheureusement, le parcours parisien s'était toujours arrêté au niveau des quarts de finale. Paris ne dépassait jamais, le Paris Saint-Germain ne dépassait jamais les quarts de finale, mais les dirigeants parisiens n'ont pas baissé les bras, ils ont continué à travailler, ils ont compris que pour la réalisation d'un projet, on a besoin de temps. Et en plus, l'environnement est ultra concurrentiel parce qu'il y a des grands clubs partout en Europe qui aspirent à atteindre les mêmes objectifs. Donc cette année, Paris a la chance, je vais dire comme ça, la chance entre guillemets, parce qu'en réalité, c'est Paris qui a provoqué sa chance. Donc Paris a la chance d'arriver jusqu'en finale de l'UEFA Champions League et c'est amplement mérité, quoi qu'on dise, c'est amplement mérité. J'ai entendu des gens dire c'est une compétition au rabais. Parce qu'il y a le coronavirus. Oui, c'est une compétition au rabais. Les joueurs ont fait beaucoup de mois. Je me demande bien pourquoi, oui. Celui qui veut jouer se conforme aux règles du jeu. Quand on regarde aujourd'hui, je pense que le Real Madrid, l'équipe la plus titrée, donc en Champions League, avec 13 trophées, les premières
éditions de la Champions League, qu'on appelait à l'époque la C1, c'est-à-dire la Coupe d'Europe des clubs champions. Ça commence à la fin des années 50. Et c'était pas le même, c'était pas sur la même formule que celle qu'on a vue ces dernières années. Cependant, toute équipe qui gagnait cette compétition, cela entrait dans son palmarès. Pour la présente édition, pour cause de coronavirus, avec tout l'impact que cela a eu dans le monde, on a décidé de modifier la formule en cours, d'ailleurs en cours de compétition, pour éviter certaines choses. Et cette formule, entre autres, a permis à l'équipe parisienne de se retrouver là où elle s'est retrouvée. Mais à chaque fois que Paris a pu passer, Paris l'a dû à ses propres moyens, à ses capacités propres. Paris n'a jamais été et c'est quelque chose de louable. Donc Paris mérite d'être en finale. Et personnellement, je serais bien heureux de voir cette équipe qui a tant trimé depuis des années, qui n'a jamais baissé les bras. Je serais bien heureux de voir cette équipe remporter la finale. Même logique, même état d'esprit. Je ne veux pas me dérober sur ce que le coach a dit. Il est plus aguerri que moi en la matière. Mais ce qu'il faut noter, c'est que l'équipe de Paris veut quand même de cette finale. Nous avions vu cette équipe faire des recrutements uniquement pour cette compétition-là. Et nous avions vu cette équipe, malgré les contraintes liées au coronavirus, mettre en place un dispositif qui lui a permis de rester athlétique. N'oublions pas que Paris a quand même livré beaucoup de matchs amicaux pendant la période d'inactivité parce qu'ils étaient focalisés sur la compétition et nous sommes en train de le voir. Donc, pour gagner un match, il faut d'abord la volonté de l'équipe et la volonté de tous les joueurs. Et je crois que c'est les deux facteurs réunis. Vous avez l'équipe qui veut véritablement cette compétition parce qu'à la suite de ce que le coach a dit, c'est plusieurs fois que Paris arrive en quart de finale. Tout le monde aspirait voir Paris passer en demi-finale, pourquoi pas remporter la compétition, mais cela n'arrivait pas malgré tout ce qu'ils avaient mis comme moyen, ils n'arrivaient pas. Et je crois que cette fois-ci, c'est peut-être la bonne et l'équipe en veut. Les joueurs en veulent et vivement qu'ils puissent remporter cette compétition. Et n'oublions pas aussi que pour le football français, je crois que c'est quelque chose d'exceptionnel. Depuis le sacre de l'Olympique de Marseille, on n'a plus vu une équipe française arriver à ce niveau de compétition. Il y a eu l'équipe de Monaco en 2004. Oui, mais j'ai dit arriver en finale et remporter. Donc cette finale, si jamais elle est remportée... Il y a tout ce petit duel-là, Paris-Marseille, Oui, moi personnellement, c'est vrai que je ne suis pas vraiment supporter de Paris ni de Marseille, je suis plus un entraîneur qu'autre chose. Tu vois, mais personnellement, il me plairait que Paris remporte ce trophée. Si Paris remporte ce trophée, cela peut énerver, je vais dire comme ça, entre guillemets, les Marseillais, au point que eux aussi, ils vont mettre sur pied une politique pour essayer de dépasser Paris. Donc, cette compétition permanente entre deux rivaux peut permettre à chacun d'eux, donc à tous les deux, de progresser. Ça ne doit pas être pris nécessairement dans le mauvais sens. Peut-être avant de terminer, vous êtes entraîneur de football justement. Oui. Le rôle de Thomas Tuchel dans ce parcours de Paris? Je pense que Tuchel a joué quand même un rôle assez important. C'est vrai que le retour de Leonardo également a été parlant, mais Tuchel a réussi à mettre en place un groupe qui est compétitif. On a vu tout au long de la saison, pour ne parler que de la présente saison, parce que même dans l'année dernière, on avait déjà vu certaines choses. Plusieurs fois, Paris a joué avec un ou deux joueurs majeurs qui étaient out. Mais Paris a pratiquement toujours réussi à tirer son épingle du jeu. Parfois, c'était Neymar qui était indisponible. À d'autres moments, c'est Di Maria qui n'était pas là, puis Mbappé qui n'était pas là, et ainsi de suite. Mais Paris a toujours su continuer et aller de l'avant. L'équipe de Paris avait un problème pendant un certain temps, notamment au niveau de son milieu de terrain. Tuchel a eu l'intelligence de replacer, de positionner Marquinhos au niveau du milieu de terrain. Lui qui est capable de jouer défenseur central et milieu de terrain. Il a eu l'intelligence de le positionner au niveau du milieu de terrain et il a renforcé son milieu de terrain, entre autres avec Gana Gueye. C'est vrai que Gana Gueye n'a pas, pour le moment, peut-être ne donne pas tout le rayonnement, tout le rendement, peut-être auquel on se sera. Mais c'est un jeune et il va continuer à progresser. Aujourd'hui, l'équipe de Paris, non seulement
est capable de bien jouer au ballon, c'est-à-dire poser le jeu, procéder par attaque placée éventuellement. C'est aussi une équipe qui, en même temps, a des joueurs qui vont extrêmement vite. Et dans le jeu, on a longtemps dit, oh, Neymar a fait ceci, Neymar a fait cela. Neymar est en train de penser, de montrer de donner raison à tous ceux qui ont pensé du bien de lui. Neymar, c'est un top player. C'est vrai en tant que Brésilien, on sait parfois que les Brésiliens sont à certains moments un peu capricieux ou autres, mais lorsque ce bonhomme veut jouer, qu'il veut vraiment s'engager, on voit de belles choses. Et tout cela, c'est Thomas Tuchel qui est derrière ce travail. Aujourd'hui, moi j'ai vu, par exemple, dans le match d'hier, Paris jouait contre Leipzig. Les gens ont demandé, mais pourquoi est-ce que Leipzig jouait autant bas? Lydie, Samuel Zokel est là. Quand on joue contre Paris, on est confronté à diverses choses. Vous pouvez décider d'essayer de jouer au contre Paris. Si Mbappé est sur le terrain, c'est-à-dire ça peut être un danger contre vous immédiatement. C'est un joueur d'espace. C'est peut-être le joueur le plus rapide. Et actuellement, du moins, le joueur le plus célèbre, le plus rapide qu'on connaisse. Si Leipzig avait décidé, par exemple, d'aller chercher Paris assez haut, cette équipe aurait offert des espaces derrière que Mbappé certainement aurait exploité beaucoup plus facilement. Donc, cette façon de faire avec Thomas Tuchel a permis à l'équipe de progresser et d'être assez compétitive. Oui, mais bon, l'addition est quand même à la fin de la compétition, c'est Paris qui l'emporte 3-0. Même si l'équipe allemande a décidé de jouer bas, comme le soulignait le coach Chibile Tanga. Oui, déjà, il faut noter que à ce niveau de la compétition, Paris a largement mérité ses victoires. Parce que ce n'étaient pas des victoires à l'arraché, c'était des victoires amplement méritées, même si ça se jouait pour les quarts de finale qui sont restés exceptionnels dans nos têtes. Ça s'est joué pratiquement à la fin de la rencontre. Mais nous voyons quand même que l'équipe avait trouvé l'option de jeu qui permettait de gagner. Et d'ailleurs, l'équipe de Paris arrive à se créer des occasions de but, quelle que soit la façon de jouer de la pièce. C'est très éloquent, ça. Voilà. Donc, et ce que je dois aussi dire, c'est que le coach Tourelle a réussi à discipliner son vestiaire. Nous savions qu'il y avait un problème d'ego dans cette équipe de Paris. Et je crois que ça ne les servait pas beaucoup parce que cette constellation des stars faisait en sorte que chacun allait un peu à sa manière. Et le coach Tourelle est venu mettre beaucoup de discipline dans cette équipe. Et nous voyons aujourd'hui, les buts, c'est véritablement une cohésion de toute l'équipe. Et c'est au finish, ça veut dire que c'est du caviar. Les buts de Paris, c'est du caviar. Et je crois que c'est exceptionnel pour un entraîneur et qu'il continue comme ça. Moi, je souhaite que Paris remporte cette finale. Ça, c'est un vœu très cher, d'abord pour le football français et pour certains de nos compatriotes qui y sont. Et je crois que c'est légitime que Paris aujourd'hui puisse remporter la finale. Mais un match de football reste un match de football. On verra le verdict dans 2 jours. Et ce soir, c'est l'autre Camerounais, Kale Toko Ekambi, qui est aussi attendu avec Lyon face au Bayern de Munich. Oui, là aussi, je crois que c'est une aubaine pour cette génération de Lions indomptables. Et nous avions vu, je peux vous dire que c'est par chance que Choupo-Moting se retrouve à Paris parce qu'il était partant. Mais par bonheur, il est aujourd'hui sur le sentier de la finale. Et je crois que la même chose, enfin mon souhait est que la même chose puisse arriver ce soir à Kale Toko Ekambi. Et qui est aussi un joueur qui vient à peine d'arriver à Lyon. Et c'est comme s'ils étaient portés vers cette finale-là. Et vous savez que c'est la même génération qui a quand même été victorieuse au Gabon avec les Lions indomptables. Donc il y a quand même un coup de chance avec ces gars. Et j'espère que cette chance les sourira pour les 2 compétitions majeures qui sont en train de se jouer. Donc, affaire donc à suivre, comme on dit souvent. Tout à fait. Et puis, on rappelle que la finale de l'UEFA Champions League, c'est évidemment ce dimanche. On aura l'occasion de revenir là-dessus forcément dans notre édition de la semaine prochaine. On va poursuivre cette émission en entrant directement dans la seconde partie de ce programme consacré au débat.
et davantage des explications, comprendre aussi la démarche actuelle des entraîneurs camerounais qui faisaient partie du staff technique de l'équipe nationale en 1990. C'était lors de la Coupe du Monde qui s'est déroulée cette année-là du côté de l'Italie. On le rappelle, pour la première fois, une équipe africaine atteignait les quarts de finale de cette compétition et c'était le Cameroun. Au lendemain de ce parcours, au lendemain de cet exploit historique, le chef de l'État avait donc promis d'offrir les logements à tous les acteurs qui avaient contribué à ce succès historique. 30 ans après, les joueurs, les enseignants indomptables à travers leur collectif que président Bertin et Bouélé, ces enseignants indomptables ont remis cela sur la table et le chef de l'État, cette fois, a répondu à travers des actes concrets. Donc, dans quelques jours, ces lions auront les clés de leur logement. Sauf que dans la foulée, ce sont des entraîneurs qui se sentent lésés. Ce sont des entraîneurs Michel Karam, Jean Mangongene et Jules Frédéric Nyonga qui estiment qu'ils ont aussi droit à leur part de logement. Avant de vous proposer d'écouter Michel Karam et Junyonga, comme je vous l'annonçais en début de cette émission, peut-être coach, réaction rapide sur cette démarche. Que pensez-vous aujourd'hui de cette réclamation des entraîneurs de 90? Et c'est une réclamation qui suscite beaucoup de polémiques. Est-ce que c'est une polémique que vous comprenez? En réalité, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il y aurait des polémiques. Ces entraîneurs, ils ont travaillé. Les joueurs, ils ne se sont jamais sélectionnés eux-mêmes. Ils n'ont jamais décidé eux-mêmes qui seraient sur le terrain. Ils ne se sont pas préparés d'eux-mêmes. Et donc, il y avait un staff technique qui a fait un travail. Et d'ailleurs, quand on regarde ce qui s'est passé depuis, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, la haute hiérarchie avait décidé d'offrir donc ces maisons à toute l'équipe. Bon, malheureusement, il y a certaines choses qui se sont peut-être pas déroulées de la façon dont cela se devait. Ces entraîneurs, ils ont travaillé. Junyonga a travaillé, Jean Mangongene a travaillé, Michel Karam, c'est des gens qui ont travaillé avec cette équipe. Une équipe, c'est pas simplement les joueurs, c'est pas seulement les 22 joueurs sur le terrain, c'est les joueurs, c'est les encadreurs, également. Donc la polémique, franchement, je ne la comprends pas. C'est tout à fait légitime que les entraîneurs réclament de leur côté. Moi, je suis même étonné en réalité. Cette dotation aurait dû concerner tout le monde en même temps. C'est vrai que lorsque les localistes, c'est-à-dire le collectif des anciens lions notables a décidé de saisir le chef de l'État, il a simplement saisi pour les lions indomptables parce que, c'est-à-dire pour les anciens lions, les joueurs, parce que ça représentait effectivement les joueurs. Mais maintenant, les entraîneurs ne doivent pas être en reste. C'est les gens qui ont travaillé, ils ont reçu des primes, comme les joueurs avaient également reçu. Donc aujourd'hui, il est important que à partir du moment où il y a aussi des dotations, qu'eux aussi ils en aient. Même lecture. Oui, déjà avant de faire cette lecture, il faut noter une chose. Chaque fois qu'on parle des sélections nationales, c'est des joueurs et des entraîneurs. Oui. On ne les a jamais dissociés. Même la nouvelle loi qui organise les sélections nationales au Cameroun tient compte de cet aspect des choses. Donc, ce n'est pas des éléments dissociables. Déjà, vous avez posé la question, est-ce que la démarche des entraîneurs, elle s'inscrit comment? C'est d'abord une démarche conforme. Et en plus, c'est une démarche réglementaire. Ça veut dire que le chef de l'État leur a promis un don. Et il y a eu des dispositions pour que ce don leur soit alloué. Je crois que le fax qui demandait à ce que tous ces ayants droit puissent rentrer en possession de leurs biens, c'est depuis 1990. Le 1er août 1990. Mais il faut noter que ceux qui étaient en charge de faire exécuter la volonté du chef de l'État, ils ne l'ont pas fait. Et cette situation est restée en hibernation. Et maintenant, comme le coach le disait, le collectif des anciens lions indomptables, ils ont saisi
l'opportunité de saisir le chef de l'État, excusez-moi la tautologie, pour lui rappeler la promesse qu'il leur avait faite. Et l'aboutissement heureux de cette demande amène les autres aussi à rentrer dans le même sillage. Ça veut dire qu'on a ouvert la porte. Et il est question pour eux de rappeler au chef de l'État que ce n'était pas seulement les joueurs, mais c'était les joueurs et les encadreurs. Et il faut aussi noter, parce que beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi on a donné aux 22 lions indomptables. Leur doléance était portée par un groupe. Et ce groupe, ce collectif-là, dirigé par M. Bertin Bellet, ne pouvait pas prendre les problèmes de tout le monde. Parce qu'une association défend uniquement les droits de ses membres. Et là, il s'agit uniquement des anciens lions. Elle agit uniquement pour l'intérêt de ses membres. Et ce n'est même pas tous ses membres, parce qu'il faut noter que dans le Calice, nous trouvons plusieurs générations de lions indomptables. Ce sont les membres qui étaient à la Coupe du Monde 90. Voilà. Non. Le Calice, c'est le collectif des anciens lions. Il défend les intérêts présentement de ceux qui étaient à la Coupe du Monde. La réclamation en question. La réclamation en question n'était pas une réclamation pour tous les lions indomptables, mais ils se sont concentrés sur le don qui leur avait été promis par le chef de l'État. Et l'occasion, c'était la célébration de 30 ans de cet événement majeur que tous les Camerounais qui sont nés à cette époque-là connaissent. Donc aujourd'hui, pour me résumer, les entraîneurs sont fondés pour rappeler au chef de l'État que l'exécution du don qui leur avait été octroyé n'est pas encore effective. Et comme cela l'a été pour les joueurs, qu'on fasse de même pour eux, ce qui n'est que légitime. Ouais, c'est vrai qu'on a évidemment posé la question à Michel Karam et Jules-Frédéric Nyonga, comprendre un peu la démarche actuelle. Pourquoi il n'y a pas eu une démarche collective entre les joueurs de 90 et les entraîneurs en même temps? C'est vrai, Samuel Zoké a essayé un peu de répondre à cette question. Ils vont nous donner leur avis là-dessus et on va donc vous proposer de suivre cet entretien un peu long avec Michel Karam et Jules-Frédéric Nyonga. Regardez. Bon, il faut le rappeler à tout le monde qu'en 90, après la Coupe du Monde 90, en juillet 90 exactement, le secrétaire général de la présidence de la République avait saisi le ministère de l'Habitat en lui instruisant de se rapprocher auprès du ministère des Sports pour lui fournir une liste nominative, la liste nominative des lions indomptables et des encadreurs de la compétition 90 en vue d'obtenir la dotation en logement du chef de l'État. Cette note-là existe et elle est bien là. Donc 30 années après, à l'occasion du 30e anniversaire de ce glorieux événement, appelons-le comme ça, l'association des anciens lions a écrit au chef de l'État pour réclamer ces logements qui nous avaient été promis. Heureusement, le chef d'État lui parle l'affirmative, donc c'était bien, on était content pour eux, mais ça a ouvert le chemin aux entraîneurs, parce qu'on pense bien qu'on ne saurait parler des joueurs sans entraîneurs. Et si on se réfère même à cette note du secrétaire général de la présidence de 90, on parlait bien des joueurs et des encadreurs. C'est suite à cela que nous on a donc saisi le ministère des Sports, on lui a adressé une correspondance pour le chef d'État. Il a bien eu l'amabilité de nous saisir à tour pour nous dire que le courrier était bien parvenu à son illustre destinataire. Voilà, ça c'est le premier point. Mais suite à cela, les réseaux sociaux et la presse et certaines personnalités même ont commencé à parler pour nous et à dire des choses qui allaient contre nos intérêts. En parlant des primes, en parlant des logements, ils sont mis à parler à notre place, notamment en disant qu'au sujet des primes, nous on avait perçu le double des joueurs, ce qui est faux. Donc pour trouver peut-être un moyen de nous exclure des logements, ils voulaient justifier qu'on avait eu beaucoup plus d'argent qu'eux en termes de primes. On a donc jugé tous les trois, Jean Mangongene, Jules-Frédéric Nyonga et moi-même, de sortir, de faire donc ce communiqué, cette mise au point pour repréciser les choses. Voilà, c'est tout simple que cela. Et dans cette mise au point, comme vous l'avez, comme c'est publié aujourd'hui, nous on dit bien que nos primes 90, puisque en 90, pendant la Coupe du Monde, il y avait eu
une mésentente, disons comme ça, entre le ministre des Sports et l'encadrement technique au sujet de la répartition des primes, parce que le quota ne respectait pas ce qui était envisagé. Et la hiérarchie nous a demandé donc d'arrêter là, de faire notre Coupe du Monde et qu'on serait payé après la Coupe du Monde. Ce qu'on a exécuté dans le calme, d'ailleurs personne ne l'a su. On a continué à faire notre Coupe du Monde pendant que les joueurs et les administratifs touchaient les primes après chaque match. Nous on attendait la fin. Mais à la fin de la Coupe du Monde, le ministre a reversé le reliquat de la Coupe du Monde qui aurait dû servir à nous payer au trésor public. Et il a été muté. Vous voyez bien dans quelle situation on s'est retrouvé. À réécrire aux différentes autorités pour dire voilà, on n'a pas été payé, on fait comment? Et voilà, ça a pris des années. Et en 2014, le chef d'État a donné instruction de nous payer. Et ça a été fait vraiment dans l'urgence. On nous a donc payé, pas le double des primes, mais le même montant qui était alloué aux joueurs. C'était important que nous fassions cette déclaration une fois pour toutes, en disant qu'à l'occasion, nous avait adressé nos vifs remerciements au chef d'État pour ce geste qu'il avait fait. Maintenant, quant au logement, comme je l'ai dit tantôt, les joueurs ont ouvert la porte. C'était promis aux joueurs et aux encadreurs de 90. On a donc saisi le chef d'État par le biais du ministre des Sports qui nous a répondu que le courrier était bien parti. C'était la mise au point que nous tenions à faire pour l'opinion publique parce que ça allait dans tous les sens. Et là maintenant, on a apporté cette clarté-là et on est un peu bien dans nos têtes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'une équipe, c'est un tout. Je laisserai le grand frère Young apprécier davantage, mais ça, c'est le point que l'encadrement technique a tenu à faire pour cet exploit, pour cette sortie, parce qu'il faut le dire, c'était une grande Coupe du Monde qui a fait honneur au Cameroun et on en est tous fiers. Vous savez, je vous dis bien que c'est le secrétaire général de la présidence qui avait initié cette correspondance et c'est par rapport à cette correspondance que d'ailleurs les joueurs ont revendiqué qu'il y avait quelque chose d'écrit. Il suffit de se référer à cette même correspondance de 90 qui existe, qui vient de la présidence et qui disait bien les joueurs et les encadreurs de la Coupe du Monde 90. Nous avons donc initié une correspondance au chef d'État pour le lui rappeler humblement, mais tout en rappelant aussi à l'opinion publique que ce n'est pas un tort de le faire. Et on va vous le dire, qu'une équipe nationale, que l'exploit de 90, c'est la résultante du savoir-faire de l'encadrement technique, et évidemment du talent individuel et collectif d'une race exceptionnelle de joueurs. Ça, il faut le dire. Mais tous ensemble, on était unis pour faire ce grand résultat, et on l'a fait pour l'honneur de notre cher et beau pays, le Cameroun. Alors ensemble, on a bâti cette victoire-là, et donc ensemble, humblement, nous on pense qu'on devrait bénéficier de toutes les retombées qui se parlent. On a demandé, nous on n'est pas la réponse, on attend. Mais on le précise encore, qu'il ne faudrait pas que celui qui présente nos doléances, il faut qu'il dise la vérité. On ne peut pas dire, en présentant les doléances, dire qu'on a touché le double de la prime, ou bien autre chose davantage qui serait en notre défaveur. Donc nous on est sorti pour dire la vérité de la situation, pour que tout le monde sache ce qui s'est effectivement passé. De quoi cette promesse? Mais non, personne ne l'avait fait. Personne ne l'a fait. Je vous dis que c'était. Mais je vous dis que c'était dans les airs et ce document n'était pas encore rendu possible. Il se trouve donc qu'on est tombé donc, sur ce document du président de la présidente de la République. Mais on avait déjà un vent. Vous savez, ces choses-là où ça s'est dit. Ah, qu'on va avoir des bâtiments, on va avoir des logements, pardon, on va avoir des terrains. Ça se disait, sans qu'on puisse avoir une trace. La preuve matérielle. Donc, on profite donc du fait que, je le répète encore, que la preuve est là et que les joueurs l'ont soulevé et qu'ils ont eu satisfaction pour aller à la suite des joueurs. Et ce qui est totalement normal dans la gestion d'une équipe de football. Ça, on se le dit, on n'est pas là pour faire un procès à tel ou à tel, non. C'est pour affirmer ce qui se passe dans la gestion des équipes de football. Mais on le dit aussi humblement, aussi naturellement, c'est un tout, c'est un groupe. Aussi simple que cela. On va parler dans de la pression, outre que cela, c'est expliquer. Et si on s'est mis à expliquer, c'est parce que certains ont pensé nous défendre ou bien dire des choses qui n'étaient pas exactes. Je voudrais même ajouter que, à la limite, il n'y a pas de parallèle à tracer entre les joueurs et les encadreurs. Chacun à sa place. Et tel que ça se passe en équipe nationale, la seule personne habilitée à toucher la double prime, c'est le patron de l'équipe. Donc, Valérie Nepomniachtchi était devait en principe toucher la double prime. Mais tous les autres entraîneurs, soit une mesure spéciale est faite pour nous, ou alors on nous reverse dans le même panier que les joueurs, nous touchons les mêmes primes que les joueurs. Et c'est ce qui s'est fait en ce qui nous concerne.
Donc il n'y a pas d'amalgame là-dessus. Donc c'est exactement ce qui s'est passé. Où est le problème? Que à nous, on nous donne un logement. Y a-t-il un problème par rapport à ça? Le double de la prime avait-elle été doublée parce qu'on nous disait d'acheter une maison à nous avec le double de la prime? Donc je pense que il faut sortir de là vraiment. Il faut pas. C'est parfois, comme on dit, ça vient du ventre, pas de la tête, quand on raisonne de cette façon-là. Ben, c'est au moment où ils écrivent, demander 22 logements. C'est à ce moment que nous nous rendons compte que nous sommes mis à l'écart, que nous sommes mis de côté. Et c'est suite à cela que nous avons pensé qu'il fallait que nous aussi, étant donné que nous figurions sur cette fameuse liste dont parle Michel, que nous aussi, nous fassions cette réclamation. Et on ne va pas faire ici le procès des joueurs. Je suis moi-même membre du collectif des anciens Lions indomptables, membre, et je dis bien que je salue l'initiative qu'ils ont prise. Ils ont ouvert une porte. Donc ne nous entraînez pas vers un conflit entre la démarche des joueurs et les entraîneurs. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est pour ça qu'il n'y a pas de parallèle. Donc il faut bien orienter pour ne pas... Parce que c'est ce qui s'est passé dans les réseaux sociaux et on est temps à diviser les gens. Non. C'est un processus. Il n'y a pas besoin de clarification. Je vous le répète encore. Ils ont pris une démarche en ouvrant une porte. Sans cette force-là, cette porte ne serait jamais ouverte. S'ils n'avaient pas soulevé, eux, par leur poids qu'ils représentent, on n'en serait pas là aujourd'hui. Ça aurait encore fait 60 ans. Donc ils ont facilité les choses. Aujourd'hui, il faut seulement concevoir que, est-ce que dans une équipe de football, on peut dire qu'on récompense les joueurs à part, ou bien, et qu'on ne récompense pas l'encadrement technique? Je dis non, ça ne peut pas se faire. Et il faut qu'on apprenne à comprendre, surtout la presse, comment se gèrent les équipes nationales. Parce qu'il y a une certaine partie qui ont l'impression qu'on quémande, ou bien que non. C'est un principe de gestion des choses, de la chose sportive. Mais maintenant, je dis, on rappelle seulement aux grands donateurs qu'on était bien là et qu'on a fait notre travail, et je l'ai bien dit. Que c'est là, que c'est... Attendez, ne me coupez pas. Parce qu'on ne va pas dans les débats. Et je dis bien qu'on n'est pas sur un plateau pour débattre avec ceux qui ne comprennent rien dans le football et qui veulent toujours mettre les gens en conflit. Il n'y a aucun conflit entre les joueurs et les entraîneurs de la Coupe du Monde. On est content qu'ils aient ouvert la porte, qu'ils aient eu leur logement. Maintenant, nous, on dit au chef d'État, qui est le patron des équipes nationales, pour dire, nous aussi, on est là. Vraiment, ce n'est que cela, ce n'est pas autre chose. Et qu'on s'en tienne dans cet esprit-là. J'ai eu à m'expliquer à la radio, à la télévision et à écrit, il ne faut pas qu'on nous entraîne dans un débat de conflit. Il n'y a pas un seul conflit. Je vous dis encore, je suis membre du calife. Et maintenant que les anciens lions ont une association qui fonctionne, ils ne l'ont pas vu avant, il y aura d'autres victoires. Moi, je suis persuadé. Parce que c'est cette unité-là qui nous a manqué par le passé pour réaliser les grandes choses. Maintenant, c'est parti, à partir des maisons. Alors, moi, je suis persuadé que pour d'autres choses, ça devrait fonctionner. Mais on n'est là pas pour cela. Mais éloigner l'idée d'un conflit entre joueurs et entraîneurs de la Coupe du Monde. Je vous ai dit qu'on était tous liés pour un destin commun, faire honneur à la nation camerounaise. Ça leur restera et personne ne peut l'effacer. Alors, il faut bien le dire haut et fort. Si je suivais le débat hier soir quelque part, et c'est vrai, parce que 30 ans sont écoulés, l'émotion est partie. Et on pense que ce n'est plus pareil. Alors que si on l'avait fait le lendemain de la Coupe du Monde, mais toute la nation aurait cotisé. Mais pour nous, ça reste dans notre corps, dans notre chair. On est resté dans cette compétition 3 mois à souffrir avec les joueurs. On ne va pas rentrer ici dans le dedans. Parce que si on rentre dans le dedans, c'est pour dire qu'on veut justifier quoi que ce soit. Mais ça a été du gros travail. C'est à travers certains commentaires mal placés. Pour certains le prennent bien, d'autres le prennent comme si nous étions en train d'aller mendier quelque chose qui ne nous appartient pas ou dont la promesse ne nous avait pas été faite. Donc, je voudrais ajouter à tout ce que Michel a dit, c'est que, sincèrement, pour nous, c'est une question de principe. Voilà. Dans ce sens que vous êtes ici, chez moi. Bon. Que ce soit moi, Michel ou Manga, nous ne dormons pas à la Belle Étoile. Pas du tout. Et nous, que ce soit lui ou moi ou Manga, nous ne sommes pas à notre première maison. N'est-ce pas? Donc, c'est simplement une question de principe. Il a été promis des logements aux joueurs et aux entraîneurs. Les joueurs ont eu leur logement. Le principe veut que ces logements soient octroyés également aux entraîneurs. Il n'y a pas plus que ça.
Il n'y a pas de polémique à faire dessus. Il n'y a pas vraiment... Qu'on arrive maintenant ou qu'on arrive avant, qu'on soit arrivé avant, bon, je pense que, comme il a dit, il ne faut pas qu'il y ait une sorte de conflit entre les joueurs et nous, non. Nous, on ne veut pas rentrer dans ce jeu-là, parce que, comme je l'ai dit au départ, nous n'avons pas de parallèle à tracer avec les joueurs. Nous sommes encadreurs, nous étions encadreurs, ils étaient des joueurs. Chacun, entité, a son travail, a son boulot. Eux, pour jouer et respecter les consignes que nous leur donnons, et nous, pour concevoir le travail que nous leur faisons faire pour les préparer à cette compétition. Donc, voilà un peu ce qui s'est passé. Vraiment, c'est propre. Mais tout ce qu'on a dit, c'est que la vérité lui soit dite. Qu'on n'aille pas dire qu'on avait eu la double prime, comme certaines personnes, autres personnalités ont osé le dire à la télévision, sans que l'on les contredise, qu'on avait touché une double de prime. Mais vous voyez ce que c'est que... Comme pour... C'est de la diffamation. Non, c'est pas bien. Donc on a sorti juste à clarifier sans plus. Et je vous dis, je peux vous le dire, droit dans les yeux, le chef d'État est un homme juste. Si c'est bien expliqué, on les aura. Je n'en doute pas un seul instant. Je voudrais vous dire, le jour où quand nous rentrons de la Coupe du Monde, que nous sommes reçus au palais, au moment où le chef d'État serre la main à l'encadrement, et nous a dit, on va s'occuper de vos problèmes. Et nous étions contents qu'il ait pris, qu'il n'ait pas oublié. Voilà, que nous avions écrit pour... Voilà. Il n'avait pas oublié, dit, mes enfants, on va s'occuper de vos problèmes. Voilà. Et ça a été fait. Et ça a été fait. Même si c'est tardivement que c'est arrivé, ça a été fait. Ça a été fait. Je vais vous dire, je suis en train d'écrire mes mémoires, moi. Il y a des choses de la Coupe du Monde 90 qu'on ne peut pas révéler tout de suite. Ce que l'encadrement technique a fait à la Coupe du Monde 90. Il y a quelque chose que je dirais, juste une chose, parce que je l'ai dit dans d'autres radios, pour ne pas dire d'autres, mais qui viendront. Le rôle qu'a joué l'encadrement technique en 90, dans un tourbillon qui existait. La veille de sortir la liste des 22 joueurs, le médical déclare inapte 2 joueurs importants, Koundé et Ekeke. Koundé parce qu'il avait des problèmes, je sais pas, il m'a déboîté, on dit il ne peut pas pour la Coupe du Monde. Et Keke, on l'a recruté avec une élongation. Étant sûr qu'il ne jouerait pas le premier tour. Mais vu sa classe, on disait, si on passe, il viendrait. On nous a rabroués. On nous a traités de tous les noms. Vous voyez, vous favorisez, vous. Mais on avait un calcul. Ça parce que Nepomuk Niachi avait instauré un système de travail collectif qui faisait qu'ensemble, on concevait. Et on mettait en pratique. Donc, on était à même de prendre des décisions aussi fortes que cela dit. On s'y accroche, il peut jouer, on tient malgré l'insistance de l'autorité. Vous avez vu ce que Koundé a fait en Coupe du Monde. Vous avez vu Ekeke qui n'est rentré qu'en Angleterre, face à l'Angleterre, ce qu'il a fait. L'un des plus beaux buts. Donc, l'encadrement technique. Et je m'arrête juste là pour donner ce cas-là, parce qu'il y en a plusieurs. C'est le souvenir que je garde. C'est que nous, on ne peut jamais l'oublier. On a fait des choses énormes pour notre pays. Mais pour la gloire de notre pays, comme les joueurs. C'est pour ça que quand on touche à cela, ça nous épince un peu, parce que vous pouvez endurer une Coupe du Monde où chaque soir, les gens prennent 3 millions. 6 millions, et on vous dit, attendez, vous regardez, 6 millions, vous savez, et vous rentrez sans ça. Et vous ne criez pas, vous ne pleurez pas. Vous ne pleurez pas. Attendez, c'est la résilience, et quelque part, on sait la prendre. 30 ans après, le chef d'État dit, on nous a appelé d'urgence, venez toucher. Voilà. Ça a marché, mais on est resté debout. Donc vous n'allez pas venir pour une maison, nous faire tomber la tête sur les épaules pour dire des pleureuses. Non, on n'en est pas. On est des responsables. Donc cette Coupe du Monde, c'est un événement qu'on ne redoute. Je sais pas, on espère que ça arrive un jour à d'autres que nous, ou à d'autres joueurs que nous. Mais c'est historique et on ne peut pas l'effacer. Et nous, on est en plein dedans, mais avec les joueurs qui l'ont accompli. Voilà. Ben écoute, moi, mon meilleur souvenir de football, c'est quand même cette Coupe du Monde de 90. Parce que 30 ans après, on se rend compte que le Cameroun n'a pas pu réaliser une autre performance comme celle-là. Question de dire également que peut-être nous n'avons pas su capitaliser toutes les retombées de cette Coupe du Monde-là qui aurait peut-être pu nous propulser au-delà de ces quarts de finale. Mais c'est un souvenir inoubliable. Des amitiés comme ce que Michel, moi, Manga et tout ça avons tissé, et Nepomuk Niachi, avec qui nous continuons d'être en contact. Les amitiés que nous avons tissées à l'issue de cette Coupe du Monde, c'est quelque chose d'extraordinaire. Nous ne passons pas une semaine sans nous appeler, sans nous voir, et je pense que c'est très important
ne serait-ce que ça sur le plan humain et par rapport aux joueurs. J'ai été extrêmement touché. Il y a environ 3 semaines, 1 mois, lorsque Oman Biyik m'appelle et me dit « Coach, j'aimerais qu'on prenne un verre ensemble pour reparler de cette Coupe du Monde 90. » Nous sommes allés à Dolce Vita en ville et avec Oman, nous avons pris un bon verre à parler de cette Coupe du Monde et c'était extraordinaire. Ça, c'est des souvenirs, c'est des choses qu'on n'oublie pas. Donc voilà, je pense que dans ma tête, il n'y aura certainement pas d'autres exploits aussi grands que ce que nous avons réalisé en 90. Pour ce qui nous concerne. Merci à Michel Karam et Jules Frédéric Nyonga pour leur disponibilité. Et surtout merci à toute l'équipe de STV, Yaoundé, Mireille Siabzi, Olivier Bouzike et Frédéric Fom qui se sont mobilisés pour qu'on puisse justement réaliser cet entretien. Vous avez écouté Samuel Zoké, Martin Biletanga, vous avez écouté ces 2 encadreurs qui sont revenus sur les raisons de leur démarche actuelle. Et il a été clair, hein, Michel Karam, il ne faudrait pas qu'on crée un conflit entre les entraîneurs et les joueurs. Coach Biletanga, c'est logique cette précision? Oui, cette précision, elle est logique. Pourquoi? Elle est logique parce que c'est vrai, c'est le CALIS, c'est-à-dire le collectif des anciens lions notables, c'est qui a lancé le mouvement à l'occasion de la célébration des 30 ans, justement, oui, de ce parcours. Et évidemment, comme Samuel l'a dit, le CALIS a défendu les intérêts de ses membres, c'est tout à fait compréhensible. Donc à ce moment-là, les entraîneurs ont été un tout petit peu oubliés. Cela a créé d'ailleurs une petite polémique parce que en plus il y a des gens qui ont dit les entraîneurs ils ont reçu le double de la prime et ainsi de suite. Non, il n'y a pas il n'y a pas une opposition, il n'y a pas un conflit, il n'y a pas un conflit entre le staff technique de 1990 et les anciens Lions de 1990. Ce conflit n'existe pas. Il y a une dotation du chef de l'État, donc d'une dotation de l'État qui pour octroyer des logements aux Lions de cette époque, donc aux joueurs et aux entraîneurs. Les Lions ont déjà eu leur part. C'est tout à fait normal aujourd'hui que les entraîneurs réclament leur part. Donc, Michel Karam, Gilles Frédéric Nyonga, ils ont été assez précis lorsqu'on a suivi cet entretien. En 1990, pour ceux qui ont suivi, qui avaient vécu cet événement, je vous assure que si à ce moment-là, on avait demandé au peuple camerounais de faire... comme on avait fait en 1994, comme on appelait ça, le coup de cœur, pour trouver des logements. Tout le monde aurait mis la main à la pâte pour arriver à cela, parce que les émotions positives que cela avait générées ont été totalement incomparables. Donc cette sortie, elle est bien et elle apporte énormément de précision. Les entraîneurs, comme toujours, ont travaillé. Les joueurs ont matérialisé sur le terrain ce qui avait été conçu avec tous les fruits de la préparation mis sur pied par le staff technique. Aujourd'hui, les joueurs rentrent en possession de leur logement. C'est tout à fait normal que les entraîneurs également le fassent. Voilà. Alors, Samuel Zoké, on a entendu que ce soit Michel Karam, que ce soit Jules Frédéric Nyonga, insister sur cette affaire de prime et rappeler que, contrairement à certaines informations qui circulent, les entraîneurs camerounais n'ont pas perçu la double des primes. Encore qu'il a fallu attendre 2014 pour qu'ils aient leur prime de cette Coupe du Monde 90. Oui, déjà, c'est autant d'irrégularités qui entourent généralement le mouvement sportif camerounais. Et lorsque chaque fois nous dénonçons souvent ces dérives-là ou alors ces dysfonctionnements-là, c'est pour que les choses aillent bien. Et le coach Michel Karam l'a si bien dit, on a attendu pratiquement 25 ans
24 ans pour être plus précis, ans, oui. pour qu'ils puissent rentrer en possession de leur dû. Oui. Là, c'est leur dû. Et maintenant, il y a un don qui leur avait été... Et il disait pendant le match, tout le monde recevait son argent, sauf les entraîneurs. Parce qu'on leur demandait d'attendre. Il faut attendre. Et ça, c'est ça. Il faut avoir un mental de fer. Oui, vous-même les encadreurs, il faut avoir un mental de fer pour continuer à faire votre travail dans ces conditions. Mais ils l'ont fait. Et il n'y a qu'au Cameroun qu'on voit de telles choses. Et déjà, ce qu'il faut remarquer, ça il faut le dire, la répartition des primes en 1990, l'entraîneur principal, qui était le russe Valéry Nepomniachtchi, avait le double de la prime en tant qu'entraîneur principal. Mais tous les trois autres Camerounais, à savoir M. Manga Ongene, M. Kaham et M. Yonga, et les 22 lions indomptables avaient la même prime, ça veut dire le même montant. Le texte qui réglementait la répartition des primes est clair là-dessus. Et maintenant, je vais même aller plus loin. Lorsque le chef de l'État décide d'octroyer un don à ces lions indomptables qui avaient quand même été exceptionnels, jusqu'à aujourd'hui, nous ne sommes pas encore parvenus à une quart de finale de Coupe du Monde. Et c'était exceptionnel parce que c'est la première fois que ça arrivait pour une équipe africaine. Je crois que le monde entier en a gardé un grand souvenir. Et à l'époque, on appelait ça de Telex, appelait ça le fax. Je vais vous donner les références. C'est B99-DCP-SG-PR du 1er août 1990. Allez dans les archives, vous allez trouver ce document. Et ce document est clair et précis. Le chef de l'État, et c'était une instruction que le secrétaire général, la présidente de la République de l'époque, émettait au ministre de l'Habitat de l'époque, il lui instruisait de matérialiser la promesse du chef de l'État en octroyant les logements aux lions indomptables et à leurs encadreurs. C'est bien précis, c'est les lions indomptables et les encadreurs. Et comme on l'a si bien expliqué, le calice a porté la doléance. À un moment même, c'était juste un essai, un coup d'essai. Parce que 30 ans plus tard, personne ne croyait plus qu'une chose pareille allait se réaliser. Mais ils ont quand même profité de l'occasion qui leur a été offerte pour rappeler au chef de l'État, vous nous aviez fait une promesse, jusqu'à aujourd'hui, elle n'est pas effective. Et le fait que le chef de l'État ait répondu favorablement, et j'ai dit en un temps record, à cette doléance, je crois que les entraîneurs sont en droit aujourd'hui de rappeler que ça ne concernait pas uniquement les footballeurs. Pourquoi ils n'ont pas entamé la démarche aussi? C'est vrai qu'on ne va pas parler des récupérations, mais quand même, les entraîneurs auraient pu aussi faire la démarche bien avant. Oui. Parce qu'il y a cette polémique-là, que bon, voilà, les entraîneurs veulent récupérer. Maintenant, dès que les joueurs ont pu avoir gain de cause, ce sont les entraîneurs qui sont restés là. Et puis, oui, Didi, je vais vous prendre un exemple. Si on décide de récompenser ceux qui sont à cette émission, et que c'est moi qui porte la doléance pour mon cas personnel, on ne va pas vous reprocher de dire, mais on nous avait promis quelque chose, nous aussi, nous avions droit. Parce que quoi? Il n'y a pas une concertation globale de tout l'ensemble des personnes qui avaient participé au mondial, ou alors l'ensemble des ayants droit. Ce n'est pas les ayants droit qui se sont réunis pour saisir le chef de l'État. C'est le calice qui s'est réuni et qui a pensé que nous devions rappeler au chef de l'État qu'il y a une... qu'est-ce que je veux dire? Qu'il y a une promesse qui nous avait été faite, mais jusqu'à aujourd'hui, elle n'est pas effective. Et je vais encore aller plus loin. Vous savez, c'est ça aussi que nous ne comprenons pas au Cameroun. À partir du moment où le ministre de Sport se charge de transmettre cette doléance au chef de l'État, ça veut dire qu'au niveau de la tutelle, c'est déjà valable. Parce que si la tutelle prouvait que la doléance formulée ou alors le rappel formulé par les entraîneurs n'était pas fondé, je peux vous jurer que le ministre n'allait pas prendre sur lui de transmettre cette correspondance au chef de l'État. Parce qu'une correspondance qu'on transmet au chef de l'État, ce n'est pas un simple courrier. C'est un courrier avec tous les éléments qui l'accompagnent pour faciliter l'appréciation ou la prise de décision. Donc aujourd'hui, nous pensons, ou alors nous souhaitons que la même magnanimité que le chef de l'État a eu vis-à-vis des joueurs, que cette magnanimité continue au niveau
des entraîneurs, mais pour dire ils ne sont pas des quémandeurs. C'est quelque chose... Rien à voir avec la mendicité. C'est pas de la mendicité, ils l'ont si bien dit. C'est quelque chose qui leur revient de droit. Ils rappellent seulement que jusqu'à présent, ils ne sont pas encore rentrés en possession de ce qui leur avait été promis. Et nous sommes dans une république. Alors peut-être avant la réaction de Martin Bilé-Tanga, vous parlez de cette répartition de primes, Samuel Zoquet, et ces deux encadreurs faisaient bien de remarquer, et même ils l'ont dit dans leur courrier de mise au point, que le ministre des Sports de l'époque était rentré et avait reversé le reliquat du budget au Trésor sans payer les primes des entraîneurs, alors on leur avait dit on va régler votre cas une fois de retour au pays. Est-ce que ce problème aurait pu être évité justement à ce moment-là, au moins sur le plan concernant le volet des primes? Lydie... nous attendre 2014. 24 ans plus tard. C'est très regrettable et cela démontre comment les gens ne prennent pas à cœur les missions qui leur sont confiées. Parce que je ne suis pas habilité à critiquer un ministre, mais ce ministre a un peu failli à ses obligations. Et autre chose, n'oublions pas que pour qu'on dise que les entraîneurs attendent le paiement de primes, ça n'a pas été un hasard. C'est qu'il y a eu beaucoup d'achoppements, il y a eu beaucoup de concertations, beaucoup de revendications, beaucoup de négociations. Je peux vous dire que même à la veille du match contre l'Argentine, les Lions indomptables étaient toujours à table pour négocier cette question de prime. Et je vais même encore vous dire que quelqu'un comme Joseph-Antoine Bell en a payé le prix, peut-être parce que c'était lui le porteur de la revendication. C'est pour ça que lorsqu'on a décidé de le faire partie de l'équipe, les joueurs ont dit non, unanimement, nous restons ensemble. Les joueurs et les entraîneurs, merci M. Bilé-Tanga. Oui. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Ça veut dire que le ministre de l'époque, c'est comme s'il ne voulait pas que les gens rentrent en possession de ce que l'État avait mis à leur disposition. C'est ça le problème. Et on peut même dire que c'est un comportement méchant. Parce qu'on ne peut pas comprendre que vous soyez avec des gens et que vous ayez leur argent, mais vous décidez de le reverser au Trésor comme si, dans votre rapport de mission, cet argent n'a pas servi. Et généralement, et c'est ça qui a fait problème. Parce que pour ceux qui sont chargés d'apprécier, comment vous allez apprécier le paiement d'une prime aux gens qui ont été là et alors qu'il y a eu des excédents qu'on est venu remettre? Avoir des excédents veut dire qu'on a supporté toutes les charges qui étaient allouées et le reliquat, on est venu le remettre. Donc, comme je l'ai dit, je ne critique pas, je ne suis pas habilité, mais il faudrait quand même qu'à l'avenir, de tels dysfonctionnements ne viennent plus perturber le fonctionnement des Lions, de nos sélections nationales. Et je vais même ajouter que c'est un groupe exceptionnel. Pendant que les autres réclament leurs droits, ce qui est même légitime d'ailleurs. On ne peut pas refuser à des joueurs ou à des entraîneurs de réclamer ce qui leur est de droit. Mais vous avez vu, c'est aujourd'hui que nous, Camerounais, nous sommes même au courant. Ils n'en ont pas fait problème. Ils sont restés véritablement dociles. Je peux même dire qu'ils ont même oublié. Mais ils ont trouvé des canaux et des astuces. Et vivement, que tous ceux qui sont dans de telles incongruités, que la République puisse réparer ses préjudices. Parce qu'avec le temps, nous verrons bien que le fonctionnement de nos équipes nationales ne respectait pas l'orthodoxie managériale et qu'il y a beaucoup de victimes. Moi, je me bats pour que les footballeurs puissent rentrer dans leurs droits, les footballeurs et leurs encadreurs, bien sûr. Et il va falloir que dans les jours à venir, qu'on comprenne que quand on parle du football, c'est d'abord les entraîneurs, c'est d'abord les joueurs, et que ce qui leur est dû, qu'on le leur donne sans polémique, sans problème, et que les fonctionnaires qui sont autour de nos sélections nationales cessent de grappiller ce qui ne leur appartient pas, ou alors cessent de faire le mauvais cœur pour que les autres n'aient pas ce qui leur est de droit. Mais pour revenir à la thématique de ce soir, les entraîneurs ont droit chacun à une maison, comme les joueurs en ont eu. Vivement que la République leur accorde ce qui leur est dû. Donc il faut réparer le préjudice. Alors, tout à fait.
Coach Billet Tanga, vous êtes entraîneur de football. Les entraîneurs sont, disons, lésés dans ce processus de matérialisation de la promesse du président Paul Biya. C'est vrai que Jules Frédéric Nyonga a dit qu'il ne s'agit pas de mendicité. C'est une question de principe. Donc on donne aux joueurs, on donne aux encadreurs. Est-ce que c'est généralement le regard qu'on porte sur l'entraîneur au Cameroun? Donc un regard peut-être pas le même qu'on a vis-à-vis des joueurs. Puis c'est, comment dire, on a l'impression, quand je dis qu'on a l'impression, les joueurs dans bien des cas sont souvent mieux considérés que la plupart des entraîneurs, même au sein des sélections nationales. Ça me dérange peut-être de le dire, mais c'est un peu comme ça. Il faut voir peut-être qu'aujourd'hui les choses sont en train d'évoluer. Pendant longtemps, les encadreurs au sein des sélections nationales ont fonctionné, par exemple, sans contrat, n'ont pas de salaire, n'ont pas grand-chose à certains moments, même lorsque comment dire, les sélections voyagent, on n'a pas eu l'impression que les entraîneurs sont pris à la hauteur où on devrait les prendre. Cependant, on a espoir. Je pense que les choses sont quand même en train de changer et progressivement les choses vont changer. Là, on a vu en 1990 ce qui s'est passé, c'est-à-dire c'est vrai qu'il y avait beaucoup de réclamations au sein de la tanière et qu'est-ce qu'on avait trouvé à dire? On avait dit, comme il y a donc des réclamations comme ça, en fin de compte, bon, les joueurs, on va leur permettre d'avoir, on va se permettre de satisfaire, à leurs exigences, à leurs sollicitations. Mais nous, ceux qui vont peut-être pendant un certain temps en payer le prix, ce sera peut-être les encadreurs. Bon, je le dis comme ça, peut-être comme en blaguant. C'était peut-être pas dans ce sens-là que cela s'est passé, mais ce qu'on a constaté, c'est que on a dit aux entraîneurs, vous allez attendre. Et c'est ça qu'on a dit aux entraîneurs camerounais, parce que je pense que Valéry Nepomniachtchi, lui, il rentrait paisiblement en possession de ses droits et il a fallu attendre. Pratiquement 25 ans pour que ces entraîneurs puissent rentrer en possession de leurs primes. Donc de leurs primes. Et maintenant, pour ce qui est des... Ils ont perçu le même montant que les joueurs. Oui, le même montant que les joueurs. C'est-à-dire les joueurs, eux, ont eu leur prime en 1990. Les encadreurs, ils ont leur prime en 2014. Dans la décennie 2000, c'est-à-dire 2010, donc en 2014 par là. Et aujourd'hui, que les maisons sont octroyées, ensuite, la dotation du chef de l'État aux Lions et aux entraîneurs, c'est plutôt aux Lions qu'on est en train de donner. Et les encadreurs doivent faire des réclamations avec toutes sortes d'interprétations, parce que le grand public, malheureusement, ne comprend pas souvent comment est-ce que les choses se passent. Et on commence à tirer sur les entraîneurs. On leur a rien promis et tout ça. Non, qui a dit qu'on leur a rien promis? Qui a dit, il faut aller vérifier. D'ailleurs, Samuel Zoké a donné les références. Et ces références, elles sont là. Tout le monde peut aller vérifier si cela n'existe pas. Donc, à partir de ce moment-là, qu'y a-t-il de mal à ce que les entraîneurs rentrent dans leurs droits? Qu'y a-t-il de mal à cela? Il n'y en a aucun. Donc, c'est l'État du Cameroun qui a décidé d'octroyer ces dons, à l'équipe, c'est-à-dire aux joueurs et aux entraîneurs, et c'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal. Il faut que l'entraîneur soit valorisé de plus en plus. D'ailleurs, quand je disais que les choses sont en train de changer, vous avez vu là pour une fois, c'est vrai que c'était peut-être pour les besoins de la cause, mais on a vu le président de la CEF, c'est-à-dire l'association camerounaise des entraîneurs et éducateurs de football, et le président du CICAMEF, donc le syndicat camerounais des entraîneurs et éducateurs de football, donc les deux respectivement, Michel Cam et Jules Frédéric Nyonga, qui étaient là présents pour défendre les intérêts des entraîneurs camerounais. C'est vrai qu'ils sont à titre personnel impliqués, mais ils auraient entrepris la même démarche, même si c'était agi d'autres personnes. Et c'est désormais comme ça que le corps des entraîneurs camerounais, des entraîneurs éducateurs camerounais veut fonctionner. Une véritable organisation à ce niveau. Veut fonctionner. Et sur le terrain, chaque jour, on gagne de plus en plus de possèdes. Donc, l'entraîneur camerounais, l'entraîneur éducateur de football camerounais ne sera plus l'enfant pauvre du football camerounais. Oui, Lydie, et ne pas le préciser serait un manquement. Il faut aujourd'hui rendre honneur d'abord à l'actuel ministre des Sports qui a pris sur lui
de transmettre cette doléance à la haute hiérarchie, au secrétaire général de la présidence, qui a diligenté pour que cela puisse parvenir au chef de l'État. Parce que cette réclamation ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis 30 ans. Bon, il y a eu ce problème que les joueurs... Peut-être même que ce n'est pas les premières réclamations des... Non, ce ne sont pas les premières. Joueurs, mais ça n'avait jamais abouti. Ça n'avait jamais abouti. Mais vous avez vu la diligence avec laquelle l'actuel ministre des Sports a pris sur lui. Peut-être parce que c'était aussi les 30 ans quand même de cette épopée. Voilà. C'est symbolique ça. Il y a eu les 20 ans, il y a eu les 25 ans, donc il y a eu les 22 ans. C'est 30 ans, c'est 30 ans quand même. Oui, 25 ans ça parle aussi. 20 ans ça parle aussi. Je vous comprends, Didi, mais ce que je veux dire, c'est que quand vous voyez même les correspondances qui circulent, que ce soit au niveau de Calice, que ce soit, à chaque fois, le ministre leur a informé que j'ai pris sur moi de transmettre vos doléances à la haute hiérarchie et leur a donné des références pour qu'ils puissent suivre. Et là-bas aussi, parce que c'est ça un peu qui tue notre administration, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent, mais on ne les porte pas à l'attention du chef de l'État pour qu'il puisse diligenter la conduite à tenir aussi rapidement. Et nous avions vu la célérité avec laquelle ces opérations ont commencé un peu avant le 8 juin. Et avant le mois d'août, on avait déjà une réponse. Je crois qu'avant la fin de ce mois d'août, il y aura une remise solennelle. On parle du 26 août. On parle du 26 août. Et ça, il faut le remercier. Et je dois vous dire que lorsque le Calice a commencé à réclamer ces logements, les mêmes qui reprochent aujourd'hui aux entraîneurs de faire cette réclamation, les mêmes ont eu la même attitude vis-à-vis du Calice pour leur dire 30 ans plus tard, ça ne peut pas aboutir, il faut laisser. Mais le chef de l'État a surpris tout le monde. Il a dit, j'avais fait cette promesse, il faut qu'elle soit exécutée. Et je pense qu'il fera la même chose pour les entraîneurs. Qu'est-ce qui a changé justement? Oui, sauf que le Cameroun aujourd'hui s'est positionné dans ce qu'on appelle l'arène sportive. Nous voulons organiser quand même beaucoup d'événements sportifs et en plus, nous voulons être une nation de sport. Et n'oublions pas aussi que cette génération de lions indomptables et celles qui ont suivi ont quand même porté ce pays. Parce que le chef de l'État ne passait pas des discours sans citer les lions indomptables en exemple. Ça veut dire que les lions indomptables ont servi de modèle au peuple camerounais. On s'inspirait des lions indomptables pour impulser le développement du Cameroun, pour donner les orientations à comment la nation doit se projeter. Et je crois que les lions indomptables ont été un grand moteur, un fervent levain pour le Cameroun que nous sommes aujourd'hui en train de vivre. Voilà, il nous reste quelques... Il y a également quelque chose qui a changé, peut-être la présence d'un ministre assez courageux pour porter, cette doléance au niveau du chef de l'État. Alors, tout à l'heure, Junior-Nga a affirmé que depuis 1990, le Cameroun, on n'a pas capitalisé disons, les retombées de ce parcours incroyable des lions indomptables en Italie. Est-ce que c'est un avis que vous partagez, coach? Bien évidemment. Parce qu'en réalité, ce parcours n'aurait pas dû rester comme ça, comme une simple lettre morte, comme une hirondelle qui n'annonce pas le printemps. Donc, on aurait pu capitaliser dessus. En 1990, on est quart de finaliste de la Coupe du Monde. En 1994, c'est un quoi. Il a fallu attendre 12 ans. 12 ans pour que le Cameroun remporte, 12 ans après la Coupe du Monde de 1990, pour que le Cameroun en 2002 puisse remporter une victoire. Et depuis 1990, le Cameroun n'a plus jamais traversé le premier tour d'une Coupe du Monde. Donc plus jamais traversé le premier tour d'une Coupe du Monde. Alors que quand on avait vu ce qui s'était passé en 1990, tout le monde avait espoir que le Cameroun, s'étant logé dans le giron des grandes nations de football, que dans les années qui allaient suivre, le Cameroun aurait toujours son mot à dire au plus haut niveau. Et donc, c'est pas le talent qui a manqué. C'est pas le talent qui a manqué, c'est pas... Qu'est-ce qui s'est passé alors? Il y a des choses qui sont liées à notre façon de fonctionner. Peut-être il y a eu à certains moments des états généraux, peut-être du sport, du foot et ainsi de suite. Les résolutions, est-ce qu'elles ont été correctement exploitées ou non? On va dire comme ça, non. Il y a eu
bon, je pense que depuis quelque temps, il y a une nouvelle dynamique qui s'est mise sur pied et qui continue donc de nous permettre d'évoluer. Espérons simplement que dans les jours à venir et de façon assez imminente, les choses vont de plus en plus évoluer dans le bon sens. Voilà. Samuel, oui, je pense sous le contrôle d'un entraîneur. Hein. Vous savez, le Cameroun gagnerait à avoir son jeu, un jeu typiquement camerounais. Nous l'avions vu avec notre sélection en 1982. Je voudrais dire rapidement une chose. Pendant un certain temps, on a parlé du jeu brésilien, du jeu allemand, du jeu français et autres, et on a parlé du jeu camerounais. Donc, dans les concepts de la FIFA, il y avait effectivement le jeu camerounais. Donc, mais aujourd'hui, on n'en parle pratiquement plus. Voilà, donc je vous remercie que vous l'ayez noté aussi. Et c'était ce jeu rustique-là. Ça veut dire que vous avez des joueurs qui, en dehors de faire circuler le ballon, mais étaient véritablement des robustes. C'était un jeu rustique, dur. Je crois que c'est les Allemands qui pratiquent aussi ce jeu. Et nous avions vu, que ce soit en 82, où nous sommes sortis de la compétition sans encaisser, en ayant encaissé un seul but contre l'Italie, mais où nous n'avions perdu aucun match. Nous avions vu la même chose en 90, où c'est face à l'Angleterre que nous tombons, et tout le monde a vu comment nous sommes tombés. Et quand vous voyez, pratiquement les entraîneurs avaient réussi à faire roter tous leurs effectifs. Presque. Il y avait Roger Fenba et 2 ou 3 autres qui n'avaient pas joué. Mais tous les autres, quand vous prenez tous ceux qui étaient sélectionnés comme défenseurs ou milieu de terrain, tous ont joué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les entraîneurs avaient préparé ces joueurs à un jeu typiquement camerounais et c'est ça qui a fait la différence. Aujourd'hui, quand on veut rentrer dans les systèmes de jeu européens, je crois que ça nous coince. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas faits pour ces jeux-là. Et je parle sous le contrôle d'un entraîneur. Le jeu du Cameroun, c'est d'abord une défense robuste, véritablement robuste. Nous l'avions vu, les meilleurs joueurs au Cameroun, c'était les gardiens de but et les défenseurs. Et maintenant, nous avions des attaquants de classe exceptionnelle qui faisaient la différence. Je crois que si on opte pour ce jeu, on va beaucoup avancer. C'est la même chose. Une identité de jeu, un fond de jeu typiquement camerounais. Et je crois que Nipomnachi et les 3 autres entraîneurs camerounais, ils se sont évertués à mettre sur pied ce jeu-là. Et je vais même aller plus loin. Ça, c'était un aboutissement. Quand vous discutez avec un monsieur comme l'ancien ministre Félix Toyenbok, que j'ai eu l'occasion de côtoyer pendant longtemps, il va vous dire qu'à son époque, quand il fallait relancer le football camerounais, parce que la feuille de route que le président Ahidjo lui confie après la débâcle de 1992, c'est restructurer. 1972. Oui, 1972, c'est de restructurer le football camerounais. Il va vous dire qu'il a passé son temps à recruter les entraîneurs yougoslaves. Enfin, les entraîneurs de l'Europe de l'Est. Et là-bas, en Europe de l'Est, c'était véritablement de la rigueur. Et c'est cette rigueur-là qui a fait que le Cameroun s'est inscrit dans des grandes nations de football. Et vivement que la rigueur revienne aujourd'hui dans nos sélections nationales, les fruits seront là. Il parle quand même d'une génération qui est quand même en mouvement. Coach, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, que depuis quand même ces dernières années, il y a quand même... Oui, comment dire, il y a des choses qui sont en train d'évoluer. Et puis, pour dire vrai, c'est vrai que la FIFA a parlé du jeu camerounais, mais le jeu camerounais a poussé la FIFA et l'International Board à modifier et à faire une évolution sur les lois de jeu aussi. Ça, il faut le dire. Le Cameroun a contribué beaucoup, comment dire, à une certaine époque, à l'évolution des lois de jeu. C'est vrai qu'il y a 17 lois de jeu, comme tout le monde le sait, mais ces lois ont subi, comment dire, des modifications et c'est en grande partie quand on regardait, comment dire, on a regardé le jeu camerounais. Donc, c'est un peu ça aussi. Voilà, merci bien. Je crois que c'est avec ça qu'on va refermer cette émission. Merci. Coach Martin Biletanga. Merci Samuel Zonke d'être venu ce soir. On remercie toute l'équipe technique ainsi que vous, mesdames, messieurs. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. C'est un plaisir d'être sur ton plateau.